Bienvenue dans ce troisième épisode de Quatorzaine. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir un journaliste, animateur, producteur d'une émission sur RTCI, une matinale, qui va au bout des choses, qui nous apporte une réflexion et une prise de temps pour analyser la politique tous les matins. Et c'est nul autre que Enis Moray, qu'on a le plaisir d'accueillir sur Quatorzaine pour parler avec lui des médias et des nouveautés dans la scène médiatique, mais aussi son analyse de la situation et de l'actualité. Bienvenue Anis. Salut Amine, merci beaucoup de m'avoir invité. Ouais, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Ta matinale, c'est aussi quelque chose que moi j'ai découvert cette année, hein, en réalité. Mais toi, ça fait très longtemps que tu présentes une émission sur RTCI. Et je voulais te demander justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce format-là, ce format du matin où tu peux prendre le temps avec tes invités, vous pouvez parler de plusieurs choses. Bah écoute, on va se tutoyer, hein. Oui. Effectivement, la matinale, c'est un créneau qui est très important, hein, donc, dans la vie d'un présentateur, et celui qui ne fait pas une matinale ne savoure pas réellement la radio. Donc, il y a cette relation entre lui et les gens qui sont dans leur voiture, hein, donc, à écouter ce qu'il y a de nouveau. Et effectivement, ça fait quelques temps que je suis dans le vif du sujet sur RTCI. Et c'est une chance, effectivement, d'être sur cette chaîne. D'abord, c'est une chance également de faire la matinale, qui reste l'un des couloirs les plus importants en matière de radio, l'un des couloirs les plus écoutés, hein. Donc, tu le sais, il y a 3 couloirs, le matin, à midi, et le driving, c'est-à-dire les gens lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. Et effectivement, parmi les 3, moi je considère que le plus important, le plus écouté aujourd'hui, c'est le couloir matinal. Et c'est pour cela que tu as énormément d'émissions aujourd'hui qui présentent des choses intéressantes, hein, pour la plupart. Et effectivement, les gens qui sont dans les embouteillages, qui sont dans leur voiture, qui sont en train de conduire leurs enfants, hein, d'aller à la crèche, de mettre leurs enfants donc devant les lycées, c'est des gens qui sont de très gros consommateurs de la radio. Eh ben, écoute, c'est vrai que la matinale, c'est un point marquant de la radio. Même à l'étranger, les matinales, c'est quelque chose qui est toujours riche avec des invités et une prise de temps, moi que j'aime bien. J'aime bien quand on prend le temps d'analyser les choses. Mais toi, il y a un créneau très politique, c'est-à-dire dans le vif du sujet, c'est vraiment quelque chose qui t'essayes d'avoir des invités pour les pousser sur des sujets économiques, sur les confronter à un débat assez riche. Est-ce que c'est un danger de faire ça dans les médias tunisiens, de confronter réellement les invités? Est-ce qu'il n'y a pas un côté où tu te dis ils vont commencer à avoir peur de venir ou un truc comme ça? Alors, je me suis posé cette question-là lorsque j'ai commencé à faire dans le vif du sujet. Lorsque j'ai initié cette émission en 2012, effectivement, donc, j'ai approché les politiques, parce que l'instant était foncièrement politique à l'époque, et beaucoup me posaient la question: RTCI, mais est-ce qu'ils font de la politique RTCI depuis quand? Alors, c'était très difficile de les approcher, effectivement. Donc, bon, après, les gens venaient et revenaient. Le débat n'était pas un débat, une prédation personnelle, comme ça se faisait à l'époque dans plusieurs radios, mais c'était un débat constructif, parfois même très, je dirais, challengé. Mais ils ont joué le jeu, parce que j'ai compris une chose, Emile, c'est que les invités aiment venir pour discuter, être challengés, mais en n'étant pas l'objet d'un a priori ou d'une prédation que l'animateur essaie d'exercer. Et c'était malheureusement le cas dans plusieurs radios à l'époque, que ce soit vis-à-vis de Parti Narda ou d'autres. Donc, ils avaient souvent la tendance d'aller chez des animateurs qui étaient là pour créer un guet-apens ou une embuscade. Donc, moi, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. Même si je pose des questions qui sont très, je dirais, embarrassantes, mais je le fais non pour toucher la personne ou pour toucher son parti ou pour toucher donc sa corporation, mais je pose cette question-là parce que c'est une question qui est en train d'être posée par l'opinion publique. Et au final, Émile, un présentateur de radio, ce n'est que
un transmetteur de ce qui taraude l'esprit de l'opinion publique. Donc, ce n'est pas personnel, ce n'est pas subjectif, c'est tout simplement, si la question est embarrassante, elle doit être posée. Elle doit être posée, mais elle doit être posée avec la manière pour que l'invité ne sente pas qu'il est là juste pour être atteint par une question ou Ouais. être livré donc à une horde de questions, donc à une salve de questions qui risque de l'abattre. Donc je pense que c'est très important de parler de ça. Et effectivement, après, il y a toute une réputation qui s'installe pour dire l'animateur, donc il pose des questions, même si elles sont embarrassantes, mais ce sont les questions de l'opinion publique et bien évidemment à l'invité de clarifier sa position ou ce qui se dit vis-à-vis de lui ou vis-à-vis donc de la corporation ou du parti qu'il représente. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est d'inviter un invité avec lequel, toi t'es pas forcément d'accord et en même temps ne pas lui donner l'impression Je que n'ai pas à être d'accord, Émile. Mon opinion importe très peu. Enfin, n'importe pas du tout. Alors, donc, même si personne n'est neutre dans ce pays, ouais, mais lorsque je rentre au studio, je laisse tout dehors. ouais, je vois. Mais est-ce que du coup, c'est pas un exercice qui est, très compliqué, surtout que toi, comme tu l'as dit toi-même, tu reçois une variété d'invités, c'est-à-dire tu passes du centre à Nahda à tous les Qalbtoun, à toute la scène politique. La gauche, Oui, tu as dû la l'extrême, faire. oui, ouais. Donc, il y a pas un Mm. exercice plus difficile pour d'autres que c'est-à-dire à un moment donné où tu dois te dire: «Là, faut que je fasse un effort, faut que j'essaye de me retenir, de pas être trop agressif» ou au contraire, de pas faire une compensation trop forte pour, ne pas être agressif, tu vois? Sûrement que j'en ai fait des bourdes, hein. Ça c'est clair, hein. Donc je n'ai pas la prétention de dire que tout s'est passé avec comme sur des roulettes forcément. Donc lorsque je rentre chez moi, j'essaie d'analyser un peu les choses, je réécoute le podcast pour dire ça je le fais pour moi, hein. Je le fais pour m'améliorer, hein. Donc pour dire là où j'étais pas bon, où je Mmh, pourrais mieux faire la prochaine fois, j'aurais pas dû poser cette question là, où j'aurais dû poser peut-être la question de façon plus marquante ou plus je vois. prononcée. Mais effectivement, au départ, il y a toujours ce clivage-là, hein. Donc, moi qui suis issu de la Révolution, et je ne m'en cache pas, c'est-à-dire moi je suis pro cette Révolution-là, je crois en cette Révolution-là. C'est vrai qu'au départ, donc, les a priori existaient vis-à-vis de l'Ancien Régime, par exemple, hein. Donc là, je parle de 2011, 2012, 2013. Il y avait cet a priori par rapport à l'Ancien Régime. Tous étaient pareils dans l'Ancien Régime. Donc, et effectivement, le traitement n'était pas le même vis-à-vis de ceux qui venaient de l'Ancien Régime et de ceux qui sont issus de la Révolution, qui avaient quand même le préjugé favorable, alors que les autres n'avaient pas le préjugé Ouais. favorable. Au contraire, ils avaient le préjugé défavorable. Euh, mais après coup, on mûrit et on se dit, parce que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts entre-temps, et effectivement, après, tu te dis, non, 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 c'est un exercice périlleux, certes, mais c'est un exercice, ce n'est pas important ce que tu penses. Ce qui est important, c'est ce que pensent tes auditeurs et tes Ouais. auditrices. Donc, ce que toi tu crois, tu peux lui demander donc en neuf. Ça ne concerne pas en coulisses. Cela ne concerne pas tes auditeurs, forcément. Et effectivement, donc avec le temps, j'ai appris à être plus objectif, à être, je dirais, alors justement, être indépendant de mes pensées, de ce que je crois. Et effectivement, seule peut-être exception, c'est le terrorisme. Oui. On est neutre lorsqu'on est journaliste, on est neutre en tout, hein, on essaie d'être neutre en tout, sauf pour le terrorisme. On ne peut pas être neutre avec le terrorisme. Et effectivement, c'est jusqu'à ce jour et jusqu'à demain et après-demain Un et risque. dans 10 ans, dans 20 ans, si nous sommes là, c'est la chose avec laquelle il ne faut jamais être, dire que je suis journaliste, je suis objectif vis-à-vis du Ouais. terrorisme. Non, on peut être objectif dans tout, sauf pour le terrorisme. C'est un point de vue intéressant, mais surtout c'est un exercice, comme tu l'as dit, qui doit être très compliqué. Moi, j'admire ce côté-là chez le journalisme. C'est pas quelque chose qui m'est très facile, moi, de rester neutre
et d'essayer de transmettre au maximum l'idée des gens plutôt que la mienne. Mais du coup, pour cette partie-là, on va essayer de te connaître un peu plus aussi. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé vers le journalisme? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'animation? Qu'est-ce qui t'a à un moment donné, tu t'es dit: «C'est ce secteur-là qui m'intéresse»? Alors, je vais te surprendre parce que peu de gens connaissent cette histoire-là. OK. Euh, Moi, comme tu le sais, je suis professeur d'université, donc Oui. j'enseigne le droit, j'enseigne pas l'économie, parce que beaucoup pensent que je suis économiste. Non, 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 je suis juriste, OK. et juriste publiciste, donc il s'intéresse donc au droit public, au droit constitutionnel, droit administratif, et, L'ancêtre des sciences finances politiques. publiques, fiscales, enfin, voilà, exactement, donc c'est ça. Et en octobre 2011, je reçois un coup de téléphone d'un ami qui était avec moi à la fac. Il me dit, écoute, Anis, RTCI cherche quelqu'un pour leur expliquer un peu qu'est-ce que qu'est-ce que l'Assemblée nationale constituante, qu'est-ce que le Mmh. pouvoir constituant originaire, qu'est-ce que le pouvoir constituant dérivé, qu'est-ce que les élections, parce que, Émile, je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, c'était le Très bien. désert total, hein, d'un point de vue, c'était le désert total, hein, donc, et lui savait depuis qu'on était à la fac, donc je parle relativement bien le français, et il m'a dit, écoute, je t'ai suggéré à Rafeh Farley, qui est l'animatrice aujourd'hui également donc à RTC, que je salue particulièrement. Et j'ai suggéré ton nom. Est-ce que cela t'intéresse? Je lui dis, écoute, moi je suis enseignant à la base, donc j'apporte une information, j'apporte donc de l'éclairage, hein, et ça serait bien aussi. Donc, alors, Rafef m'appelle, elle me dit, est-ce que vous êtes disponible tel jour? Tel jour, je me présente à la radio, elle me pose des questions, on fait l'émission, et puis au revoir et merci. Alors, la semaine prochaine, elle me rappelle, la semaine d'après, elle me rappelle. Il y a eu le 24 octobre 2011, effectivement, donc j'étais là pour commenter, et j'étais du coup devenu chroniqueur. OK. J'étais du coup devenu chroniqueur. Alors en 2012, la direction de la radio me dit pourquoi tu ne produis pas tes émissions? Ah oui. Produire mes émissions? Mais qu'est-ce que cela signifie, produire mes émissions? J'étais complètement ignare, Emile. Et je lui dis, c'est quoi? Alors je parle avec Raphaël, elle me dit, écoute, tu fais tes émissions toute seule, je peux t'accompagner, moi je serai l'animatrice, toi tu maîtrises les sujets, donc tu seras le chroniqueur. Et là je lui dis, non, 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 non. Ça se passe pas comme ça. Non, 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 ça ne devrait pas se passer comme ça. Hein. Donc, allez, est-ce qu'il y a des formations en journalisme? Et là, pendant 2 ans, je suis allé à faire concomitamment à l'émission qui a commencé donc dans le vif, effectivement. Ouais. Mais à l'époque, elle était bi-hebdomadaire. OK, donc, elle n'était pas une émission, donc non, c'était pas tous les jours. Et c'était une chronique, hein, donc c'était une chronique d'une demi-heure. Donc, je ramène un invité. Et effectivement, durant 2 années, je suis allé faire des formations au Cap JC. OK. Donc, voilà. Donc, parce que je me suis dit, alors, le background peut-être politique, juridique, constitutionnel, je l'ai, mais les techniques journalistiques, il faut que je les apprenne. Donc, Ouais. c'est clair, parce que le journalisme, c'est une technique. Oui. C'est une technique après tout, c'est avant tout plutôt, c'est une technique. Effectivement, pendant 2 ans, je suis allé faire des formations qui duraient assez longtemps, hein. C'est des formations de 2 mois, des formations d'1 mois. Effectivement, j'en ai fait 6 ou 7 formations. Et après, j'ai commencé à faire dans le vif du sujet avec un format plus lent, mais on restait toujours dans le bi-hebdomadaire. Elle n'était pas devenue donc jusque-là une émission quotidienne comme c'est le cas aujourd'hui du lundi au jeudi. Et après, donc, je me suis aguerri un peu. En 2014, je fais une embrouille avec la direction d'RTCI. Je pars à Express FM. À Express FM, je reste 1 mois. Et il y a l'instance LISI au mois de juillet qui m'appelle pour J'ai vu que tu as venir travaillé à me l'ISI. charger de la... Exactement, donc aux instances, j'étais chargé de la communication des instances électorales à l'étranger, donc les IRI à l'étranger. J'ai terminé les élections et après je suis revenu à RTCI.
C'était en 2015. En 2015, je commençais à refaire dans le vif du sujet, et avec Monia Dwib, qui est actuellement la directrice de Watania 2. Ok. Et un jour, un 7 octobre 2015, il y a le PDG de la radio qui m'appelle. Alors, il ne l'a jamais fait auparavant. Ouais. Bonjour, c'était Sir Abdelazak Tbib à l'époque. Il me dit, Sienis, c'était un mardi 7 octobre 2015. C'était à 15h de l'après-midi. Wow. Il me dit, Sienis, Un moment demain, important du coup. vous allez commencer, très important. C'est un moment incroyable. Et je voudrais le partager avec vous et avec tous les spectateurs, les téléspectateurs et auditeurs. Il me dit, vous allez commencer à faire l'émission économique de la radio nationale, Iqtisadcom. Je lui ai dit, monsieur le PDG, je ne suis pas économiste, je suis juriste. Il me dit, non, mais je suis en train de vous écouter à la radio. Mais là, vous ne me dites pas que vous n'êtes pas économiste. Je lui dis, je vous assure, je ne suis pas économiste. Il me dit, quoi qu'il en soit, vous en sortez très très bien. Demain, à 9h, on vous attend. L'équipe d'Iqtisadcom vous attend pour commencer cette émission. Alors, Émile, je n'ai pas dormi de la nuit. Oh oui, j'imagine, le stress. Non, parce que moi, je réfléchis en français. Ouais. Et c'était la radio nationale, quand même. Oui, c'est en arabe du coup. C'est en arabe. Donc, alors, je suis allé à RTCI faire mon émission, c'était le mercredi. Ouais. Et après, j'ai basculé vers la radio nationale en essayant de switcher dans ma tête pour parler arabe. Oh mon Dieu. Mon pire cauchemar, je crois. Moi, j'aurais trop eu peur. J'aurais pas supporté. Ah oui. Je t'assure, je n'ai pas dormi la nuit ce jour-là, cette nuit-là. Et ça s'est très très bien passé. Et du coup, je commence une autre émission. Imagine-toi, 2 grosses productions dans le vif du sujet, de 8h à 9h. Et ensuite, la radio après, nationale. Iqtisadcom, de 10h à 11h, tous les jours, du lundi au jeudi. Tu dois switcher la langue. Parce qu'il y a l'idée de penser en français, je te comprends à 100%. C'est ça qui est difficile. Alors, si je n'étais pas schizophrène, j'aurais pas réussi mon pari. Ah non, mais c'est et effectivement, j'ai continué à faire Iqtisadcom 5 ans. Durant 5 ans, c'est devenu l'émission de référence économique dans le paysage audiovisuel public tunisien et même privé. Et donc après, bon, je l'ai arrêté pour des considérations donc particulières. Hein. Et effectivement, donc je me suis concentré à partir du mois de juin 2019 sur RTCI. J'étais en fait concentré, mais je veux dire, c'était tellement difficile donc de concilier durant 5 ans 2 grosses productions le même jour, 4 jours par semaine. C'était vraiment... Alors, là, franchement, je le dis, hein, Emine, je me pose parfois la question, mais comment ai-je fait ? Comment ai-je fait pour assurer de grosses productions ainsi ? Et voilà, donc personnellement, je peux en être fier. Hein. Je suis fier de ce travail-là. Je ne sais pas si je pourrais le refaire, ça, je m'en doute. Enfin, tu veux dire en termes de physiquement, de planning, de gestion, c'est compliqué ? Tout à fait. Donc, écoute, tu as besoin... Parce qu'en parallèle, j'ai la fac. Ah, t'es encore en train d'enseigner, du coup ? Bien sûr. Ah oui, mais monsieur, physiquement, c'est imagine, compliqué. Moi, enseigner tous les jours, matinale tous les jours et une production tous les jours. Effectivement, et c'était pas pour Iqtisadcom, c'était pas une émission simple parce que c'était une émission avec des capsules et des capsules qui étaient assurées par l'INS, qui étaient assurées par la bourse, qui étaient assurées par des boîtes de sondage, outre donc le sujet. Et moi, étant perfectionniste, je voulais toujours qu'il y ait des sujets intéressants qui appréhendent, qui interpellent le citoyen, l'auditeur, et avec également, exactement, donc les auditeurs, et avec également toujours des invités triés sur le volet. Et donc, il m'arrivait parfois d'avoir à contacter, on va dire, 6 invités. 6 invités. Oui, c'est dur à gérer.
c'est dur à gérer. Non, c'est génial. Moi franchement, j'ai une grosse admiration pour ton parcours et je trouve ça incroyable. Et Merci. pour avoir la chance de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, nous, on a un peu un format qui ressemble un peu. On est un peu une niche. C'est ça mon objectif, c'est que ce sont vraiment des gens qui se disent je peux rester 1 heure à écouter un podcast et à réfléchir et à s'inclure dans la conversation, tu vois. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire. On n'essaie pas de faire un produit général qui peut s'adapter à tous les publics. Vraiment, déjà ça serait pas naturel, tu vois. Ça serait forcé si j'essayais de faire ça. Et je pourrais pas prendre autant de temps Ouais. avec mes invités. C'est ça que je kiffe. Pour avoir ton avis sur l'actualité. Enfin, c'est pas vraiment l'actualité, c'est plus des choses que j'ai triées pour toi spécifiquement, vu que tu viens. Je voulais avoir ton avis sur tout ce concept d'émissions digitales qui sont en train de se généraliser en France. Par exemple, en France, il y a Click maintenant, de Canal, qui est une émission culturelle qui est tous les jours. Il y a aussi Popcorn, qui est une émission qui vient de Twitch, qui est devenue une émission maintenant régulière, subventionnée par l'État français. Il y a de plus en plus d'émissions qui sont indépendantes de la radio, de la télévision, et qui deviennent de plus en plus produites comme un format télé, mais qui sont que sur Internet. Est-ce que toi, tu ressens une tentation des médias vers Internet, ou des médias tunisiens, ou est-ce peut-être qu'ils vont se laisser surprendre par les productions Internet? Est-ce que tu sens cette concurrence, ou tu sens que les médias tunisiens sont en train d'anticiper la chose? Écoute, c'est une très bonne question, c'est une très bonne réflexion, effectivement, mais moi j'ai toujours pensé que nos médias disposent d'un modèle économique qui est arrivé à essoufflement. C'est pour cela que tu as énormément, à part une radio donc, qui tire son épingle du jeu, tu as toutes les autres radios, je parle du privé, hein, je ne parle pas du public, le public c'est une autre paire de manches, sont des radios qui sont en train de galérer, hein, donc, à cause de ce modèle économique qui arrive à essoufflement, le sponsoring, la publicité, et effectivement donc, la chute des budgets relatifs à la communication, et du coup tu as des difficultés énormes, et c'est pour cela qu'on n'arrive pas peut-être donc à prévoir une mutabilité par rapport aux TIC, par rapport aux nouvelles technologies, effectivement, aller dans le digital. Alors, le digital pour les radios aujourd'hui, c'est essentiellement avoir un site très bien fréquenté, 5 millions, 6 millions, et voilà, donc le Tunisien est consommateur de la radio, je parle de la radio, hein, je parle de la radio essentiellement lorsqu'il est en voiture. Donc il y a un peu ce constat-là, on écoute la radio lorsqu'on est dans la voiture, après peut-être on fait des podcasts, on essaie de revenir, mais écouter la radio ou avoir le réflexe d'allumer sa radio sur son smartphone pour écouter cette émission, une émission, je pense qu'on n'est pas encore là. Lorsque je vois un peu, par exemple, Midi Show, qui est l'émission politique de référence aujourd'hui en Tunisie, avec une page de 5 millions 500 à peu près à Mosaïque, et que tu as uniquement 3000 ou 4000 qui suivent en direct le plateau. Donc là, je me pose vraiment une question. Donc, je ne suis pas en train de remarquer cette volonté d'aller vers le digital. C'est peut-être aussi le conservatisme du Tunisien qui aimerait écouter la radio. Et ça a un charme d'écouter la radio lorsqu'il est dans les embouteillages, lorsqu'il est dans sa voiture, ou lorsqu'il va à ses occupations. Je parle de ceux qui sont dans des boutiques, ou ceux qui sont et qui sont en train de faire quelque chose et d'écouter. Donc le plus important, ce n'est pas de regarder, mais d'écouter. Ce qui est intéressant, c'est que les émissions type Click ou Popcorn, ou toutes ces émissions-là en France, même en Angleterre, il y a un peu les morning shows des youtubeurs qui sont en train de s'installer. Et en fait, c'est que c'est des productions hybrides. C'est ni radio, ni télé. Et du coup, ça fait quelque chose qui en fait, on dirait une organisation d'émissions que tu pourrais retrouver à la radio, avec des rubriques, avec des invités, un visuel que tu peux retrouver à la télé,
et que tu ne trouves que sur YouTube ou que sur Twitch ou que sur ces choses-là. Est-ce que tu penses, et d'ailleurs Samuel Etienne, un grand animateur français, a commencé une émission sur YouTube et sur Twitch, c'est qui est quand même remarquable. Euh, Est-ce que tu penses que de plus en plus d'animateurs tunisiens vont se diriger vers ces formats ou pas encore justement parce qu'il n'y a pas encore de public? Alors, je pense que les animateurs qui sont en train de se diriger vers ce format-là, notamment pour toucher le visuel, mais pas l'audio, sont des animateurs qui ne trouvent pas la possibilité d'accéder à la télévision. Ouais, Soit parce que c'est verrouillé, soit parce que le contenu n'attire pas le grand public ou les proprios de télévision ne croient pas que ça attire le grand public. Alors, je note à ce propos l'initiative qu'a faite Haytham El-Maki, mon Maki, ami, oui. donc Haytham El-Maki, pour vulgariser, exactement, donc pour vulgariser les concepts économiques. Donc, Génial ce aujourd'hui, si podcast. tu vas dans une télévision, exactement, c'est quelque chose de magnifique et je le salue. Donc, pour avoir amorcé donc, cette discussion économique vulgarisée pour les Tunisiens. Aujourd'hui, Haytham, je suis sûr qu'il est parti voir quelques télévisions. Beaucoup de télévisions lui ont dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De toutes les façons, ça n'attire pas les sponsors. C'est ça le problème aujourd'hui. Ouais, c'est ça le problème. Nous sommes dans un conservatisme, nous sommes dans une rente cathodique parce que tout le monde essaye de copier ce qui existe. Ouais. Alors, demain, si vous avez un investisseur qui voudrait ouvrir une radio, alors tu veux la faire comment? Je voudrais qu'elle ressemble à Mosaïque. Non, non, mais il y a déjà Mosaïque. Pourquoi essayer de faire comme Mosaïque? En plus, tu pourras pas les battre. Exactement, exactement. Donc tu es en train de voir un peu IFM aujourd'hui qui essaie de faire comme Mosaïque, mais elle est très très loin de Mosaïque. Oui. Donc que mes amis d'IFM m'en excusent, mais c'est le constat. Donc du coup, nous sommes dans une logique très conservatrice et très, je dirais, qui n'essaye pas de réinventer. Innover. L'investisseur qui a une radio, qui a une télévision aujourd'hui, ne va pas essayer de prendre le risque pour essayer donc de se challenger ou de dire, parce que ça coûte énormément cher. Hein, Ouais. donc et le retour d'investissement dans les télévisions, dans les radios, c'est pas toujours assuré. C'est pour ça que je t'ai dit, à part une radio, tous les autres sont en train de galérer. Les télévisions également, secteur privé, sont dans la même situation. Et effectivement, donc, on laisse les choses telles qu'elles sont et on fait consommer aux Tunisiens ce qu'il a toujours donc consommé. Pourquoi lui donner du homard lorsque tu as donc voilà, donc lorsque tu Lorsque as tu as Choufli Hal depuis 10 ans. des sardines. Alors Choufli Hal, justement, Choufli Hal aujourd'hui, c'est un truc qui attire les Tunisiens, mais ça Oui, aussi, ça marche c'est un très autre bien. débat. Moi, mon père ne peut autre... pas passer une soirée sans regarder Choufli Hal. C'est pas possible. Mes enfants aussi. Donc, voilà, ton père et mes enfants. C'est donc, ça, vois, c'est la diversité du public, quoi. Effectivement. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est un constat d'échec. Même si le produit lui-même est super. Oui, mais c'est qu'on n'a pas essayé de production. Effectivement. Et là, c'est un grand débat que tu es en train donc d'amorcer, Émile. Moi, je voudrais parler aussi du traitement de la politique. C'est-à-dire que, pour avoir l'occasion de t'avoir, je sais que toi, tu as subi beaucoup de pression. Et je sais que même pendant une période, en fouillant, j'ai découvert qu'il y avait des politiques qui t'ont mis la pression, qui ont appelé les directeurs d'RTCI, et que tu as d'ailleurs, soulignons l'élégance du monsieur, il a refusé de les nommer. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est ce que je trouve en Tunisie. Est-ce que le journalisme politique, on a un choix à faire au début, on se dit soit on va dans le vif du sujet, soit on va la jouer safe, la jouer sécure et ne pas prendre beaucoup de risques. Moi, je pense que par rapport à cette question du politique,
et peut-être pas uniquement le politique, hein. Il y a aussi l'économique dont on ne souligne pas les pressions aujourd'hui, hein. Donc, aujourd'hui, si tu es dans une radio privée, Ouais, effectivement, le rédacteur en chef, tu lui dis je vais travailler sur un sujet, et il va te dire bah, écoute, ça peut froisser les investisseurs, les sponsors, et absolument. ça risque donc de nous couper est-ce que tu vas être payé, tu ne veux pas être payé. Donc, quelque part, il y a cette. Moi, je qualifie ça, je dis souvent, en Tunisie, nous avons la liberté d'expression, mais nous n'avons pas la liberté de presse. Et c'est pas uniquement en Tunisie, ça se fait partout, parce que même en France, même en Italie, même aux États-Unis, tu trouves des médias qui sont inféodés à des groupes de sociétés ou à des nababs ou à des gros bonnets. Et effectivement, donc, il y a des questions qu'on ne traite pas, ou il y a des questions qu'on élude, ou il y a des questions qu'on tait. Euh, et donc aujourd'hui, c'est. Alors, pour mon cas, la vérité, euh, j'ai pas subi de pression particulière. J'ai subi une pression en 2015 sur un sujet qui était politico-économique et Hum, j'étais traduit devant un juge pénal. C'était la question de l'ALECA, l'accord de Ah oui, je m'en libre-échange souviens. donc avec l'Union européenne. Hum, Oui. Et effectivement, il y avait un lobbyiste ici, en Tunisie, un Tunisien, que je nommerai pas, qui m'a traduit devant un juge pénal parce que j'ai fait une émission là où j'ai essayé de montrer la nocivité d'un tel accord s'il n'était pas bien négocié entre la partie tunisienne et la partie européenne. Alors la question n'était pas de refuser l'ALECA, mais de dire que le salut de la Tunisie en négociant un accord de libre-échange devrait être par une bonne négociation. Et justement, donc, ce monsieur est venu sur ma page pour me traiter de tous les noms. Alors, j'ai répondu par tous les noms aussi. Et effectivement, donc, il a fait, il a fait une capture d'écran. D'abord, il a contacté la directrice d'RTCI pour lui dire j'étais victime d'insultes et je voudrais que vous preniez les mesures vis-à-vis de cette personne. Après, il a contacté le PDG avec la même chose. Rien n'a été fait parce qu'ils ont jugé que je n'étais pas fautif et que de toutes les façons, ça s'est passé sur ma page Facebook et non pas sur antenne. Et après, donc, j'arrive un jour et je trouve donc une convocation au tribunal. Je suis allé au tribunal avec un comité de défense. Donc, il y avait Mohamed Abou, il y avait Razim Rabet, il y avait Mohamed Semitriqi, Ah, qu'on salue. pour nous citer. Oui, voilà, qu'on salue tout ce beau monde-là. Et effectivement, donc, il y a eu un non-lieu. Et, mais je te dis, Emile, j'ai jamais subi une pression de la part de politiques. Aujourd'hui, je pense pour une question très, très simple. Et pour cela, je voudrais non pas partager une confidence, mais partager une réflexion avec toi et avec tes téléspectateurs et auditeurs. Lorsqu'on est réellement indépendant et qu'on n'est pas cupide, Hum, et qu'on ne cherche pas à avoir des privilèges, que ce soit de nomination ou de rapprochement, ou être parmi les courtisans, les politiques te respectent. ouais, je vois. Et effectivement, c'est le chemin que j'ai choisi de faire. Donc, je suis ni corrupteur, ni corruptible. Je m'inscris dans aucun agenda. Hum, Ma principale mission, c'est d'apporter une information fiable, vérifiée, et une information de qualité avec un traitement objectif. Et d'ailleurs, moi je pense que tout journaliste devrait réfléchir à donner une information et non pas donner une analyse. S'il veut donner une analyse, des il devrait chroniqueurs. dire voilà l'information, exactement, et voilà l'analyse. Donc, Ouais. je pense qu'aujourd'hui, il faut se démarquer du journalisme donc, qui sert à un prêt-à-penser. Le vrai journalisme qui essaye peut-être de laisser l'opinion publique réfléchir, c'est celui qui donne une information et qui après peut-être essaye d'expliquer cette information avec un angle donc, qui est particulier à celui qui l'invoque. Écoute, une réponse pleine de
de sagesse. Et c'est vrai que moi, j'ai disais ça aux amis qui ont fait de la politique ou qui sont entrés dans un parti. Je leur disais: «Faites gaffe parce que peut-être que si vous visez quelque chose, une nomination, un avantage, c'est à ce moment-là que vous perdez votre liberté. Vous êtes sous leur, vous êtes sous les maîtres qui, eux, vont décider si vous continuez comme ça ou pas et vous serez toute votre vie rattaché à ça et Effectivement, c'est ça effectivement. qui est le plus triste. Le dernier thème que j'ai choisi pour toi, après on aura un petit jeu, c'est la francophonie. Donc Hum, la situation de la francophonie en Tunisie. Moi je trouve que je vais me permettre de donner mon avis. Je trouve que la francophonie est un peu l'idiot utile qu'on utilise pour justifier tout. C'est-à-dire que je trouve que c'est dommage qu'on utilise la francophonie pour dire que c'est du colonialisme, que c'est le langage des élites, que c'est... Après, je comprends le principe derrière, hein, mais je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose qu'on devrait développer, qu'on devrait encourager. Et je trouve qu'il y a une différence flagrante entre la qualité de certaines émissions qui sont produites en français. Je parle pas exclusivement de la tienne, je parle aussi des émissions culturelles sur RTCI, l'émission de Khalid Benarmol par exemple, et entre d'autres où, où tu sens que c'est pas juste la langue, mais c'est aussi le- l'absence de considération dans le phrasé, dans les transitions. Enfin, c'est plutôt ça que je trouve dommage. Et la francophonie, c'est un peu devenu, à mon sens, une sorte de minorité maintenant, en réalité. hum. Alors justement, aujourd'hui, il y a un constat. Malheureusement, nos jeunes, euh, moi j'enseigne à la fac, donc je côtoie des jeunes. euh, Malheureusement, nous sommes devenus pas très bons à parler des langues, alors qu'auparavant, les Tunisiens se distinguaient du fait qu'ils parlaient au minimum 3-4 langues. Hein. L'italien, par la force des choses, Raiuno, Mm. et ainsi de suite. Hein. Le français, et puis l'anglais, l'arabe. Il y avait d'autres donc, qui parlaient allemand, et ainsi de suite. Là, Mais on maîtrise aujourd'hui, aucun. On maîtrise ni l'arabe, exactement. ni l'anglais, ni le français. Alors, alors malheureusement, ces langues-là aujourd'hui ne sont pas bien appliquées, et encore plus le français. Encore plus Mm. le français. La communauté francophone aujourd'hui en Tunisie, elle avoisine les 350 000, 400 000 à tout casser. Hein. Donc, Mm. c'est pour cela que parfois il y a des amis qui me disent mais tu fais combien d'auditeurs par jour? La question, écoutez, la question c'est pas je fais combien d'auditeurs. La question, est-ce que je suis influent, je ne suis pas influent? Est-ce que j'ai de C'est l'influence, ça. je n'ai pas de l'influence? Parce que les radios thématiques ou les radios qui traitent dans une langue particulière, c'est des radios qui nichent, c'est des radios Mm, niches, mm, ce ne sont mm, pas mm. des radios mainstream, donc c'est des radios qui touchent le grand public. Non, 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 ce n'est pas le cas. Effectivement, le fait de jouer sur la quantification, est un faux débat dans ce sens. Hein. Donc, ce n'est pas la qualité. C'est pour cela que vous avez quelque part Express FM, qui est une radio très respectable par ailleurs, qui est une radio niche aussi, parce qu'elle Mm, traite mm, mm. de considérations économiques, d'investissement, d'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Et c'est une radio donc qui génère de l'argent, qui génère donc de l'intérêt. Mais Express FM, elle fait 40 000 auditeurs par jour. C'est au même titre qu'RTCI. Mm. Donc là, c'est clair, on ne peut pas comparer avec les 1 500 000 de Mosaïque ou avec les 400 000 d'IFM ou avec les 450 000 de Shams FM ou de Jawhara. Donc on ne peut pas, ce n'est pas la même chose. C'est un truc on ne peut pas comparer, c'est des radios niches. Donc, et donc, justement, de plus en plus, les francophones sont en train de disparaître comme les peaux de chagrin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à trouver des journalistes francophones. Ouais. C'est très difficile de trouver aujourd'hui des journalistes francophones. Donc, du coup, tu n'as pas beaucoup de journalistes qui puissent s'adonner donc à des émissions dans cette langue-là. Et effectivement, tu as soit les anciens qui sont là, soit certains qui sont nouveaux et qui se sont abreuvés à la sauce, je dirais, francophile et francophone et qui arrivent pour effectivement donc, faire des émissions. Alors après, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont moins bons? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le vivier n'est pas aussi important que tu le penses, Emine, hein, loin s'en faut.
Oui, j'imagine que le vivier a dû drastiquement baisser, mais je trouve, moi, c'est pas en rapport au vivier, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a une il comme tu l'as dit, il y a en fait ce manque de langue qui va aussi réduire la consommation culturelle dans son entièreté. C'est-à-dire que quand tu accèdes au français, tu accèdes, par exemple, je dis, à des livres, à certaines émissions, culturelles, à certaines choses. Quand tu accèdes à, au tunisien exclusivement à la maîtrise du dialecte tunisien, tu ne débloques pas beaucoup de produits culturels. Je sais qu'il y a certaines assos où il y a même, Fate Feza qui a sorti un livre en déjà, mais il y a pas une production culturelle énorme en déjà, tu vois? Euh, alors, euh, pour cela, Amine, tout à l'heure, je t'ai dit un constat qui est malheureux. Nous sommes beaucoup dans le conservatisme euh, dans les médias. Euh, je parle du secteur privé. Mmh. Je parlerai tout à l'heure, si tu veux, du secteur public. Mais pourquoi veux-tu qu'on réinvente, qu'on se casse la tête à élever le niveau Il y a des choses qui marchent. alors que, alors que, alors que il y a des choses qui marchent et qui font rentrer de l'argent. C'est pas faux. Euh, Ceci aurait été l'apanage du secteur public qui aurait peut-être poussé à aligner les autres sur sa démarche. Et aujourd'hui, le secteur public, malheureusement, tu le sais mieux que moi. Donc aujourd'hui, il végète dans des considérations malheureusement très inquiétantes. Et les productions sont là pour donner un aperçu sur ce secteur-là. Donc effectivement, pourquoi? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de rente cathodique. Mmh. Cette rente cathodique. Si j'ai une émission qui marche, pourquoi veux-tu que je l'améliore? C'est triste. Les autres qui viennent pour faire la même émission, ils vont se dire, je voudrais faire pareillement que cette émission-là. Je ne voudrais pas faire autre chose. Je voudrais qu'elle ressemble à ça. Ouais, c'est Et pour ça qu'il y a donc, une concurrence énorme entre Tessa Al-Hiwar, pour ne pas les citer, mais on va les citer. Il y a une concurrence énorme entre eux, alors qu'ils font exactement le même produit. Enfin, désolé, mais c'est quasiment le même produit, les mêmes plateaux, les mêmes invités. C'est juste qu'ils changent de personne, mais à la fin, c'est le même produit. Après, pour le service public, moi, j'ai toujours eu l'impression, pour mon expérience personnelle, d'être bien accueilli dans des endroits où on prend le temps de discuter. C'est-à-dire que même s'il y a ce côté où on est obligé de se conformer à des codes, classiques, parce qu'il y a un petit peu de conservatisme dans le service public aussi, mais mais heu, mais il y a aussi le côté traitement de l'invité, sur son contenu, sur son fond. Il y a pas cette recherche, directement de l'intérêt, commercial de l'invité, tu vois? alors justement, par rapport au secteur public, c'est très important et merci de poser cette question-là ou de faire cette réflexion. Alors, le secteur public, justement, aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que c'est une entreprise publique, ce sont des entreprises publiques. Mmh. Et toutes les entreprises publiques aujourd'hui sont euh, malheureusement pénalisés, handicapés Mmh. par les considérations de mauvaise gestion, par les considérations de mauvaise gouvernance, par Ouais. les considérations de la fonction publique, des réglementations qui datent d'un autre âge et qui ne laissent pas la radio ou la télévision donc prospérer des réglementations, des réglementations, des réglementations, et au final donc tu ne peux pas rivaliser. Je te donne un exemple très simple. Aujourd'hui, tu ramènes une banque qui voudrait un truc spécifique dans mon émission. Je ne peux pas le faire parce que si je parle au directeur financier, enfin le directeur marketing ou commercial de la radio, il va me dire écoute, on a des lois, on ne peut pas lui faire quelque chose de personnalisé. Alors si Mmh. cette radio-là va avoir une radio privée, alors qu'est-ce que Ça se tu fait en une feras? On après-midi, ouais. pourrait te présenter 3, 4, 5 alternatives et tu Ah oui, choisiras oui. la personnalisation que tu voudrais. Donc, à partir de là, ce sont les réglementations qui sont bloquantes aujourd'hui, qui n'arrivent pas à libérer le secteur public. Mais je reste quand même confiant qu'aujourd'hui, les médias, enfin les infos des radios publiques sont les infos
en qui les Tunisiens ont le plus confiance. Ça, c'est sûr. Lorsque tu vois l'auditoire du JT et du 20h, Ouais. lorsque tu vois combien de gens basculent pour écouter les news sur les radios publiques, le traitement de l'information est un traitement qui est très draconien, c'est un traitement qui est très déontologique. On ne badine pas, je sais de quoi je suis en train de parler par rapport à ça. Et effectivement, alors maintenant, on ne peut pas rivaliser, parce que d'abord, sommes-nous dans un secteur concurrentiel? Aujourd'hui, il faut définir le rôle d'une radio publique. Il faut définir le rôle d'une télé publique. On veut faire quoi? Est-ce qu'on veut faire de la concurrence? Avons-nous les moyens de faire la concurrence? Non. Est-ce qu'on doit s'intéresser uniquement à ce qui fait le buzz? Non. Est-ce qu'on doit s'intéresser à ce qui concerne l'opinion publique et l'intérêt général? Oui. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas cette définition du rôle des médias publics en Tunisie. Et effectivement, on parle de réforme de médias publics, mais la réforme devrait d'abord commencer par dire on veut faire quoi des médias publics? On veut qu'il ait quelle mission? Est-ce que c'est la mission de divertissement? Est-ce que c'est la mission de l'information? Est-ce que la mission de traiter des sujets d'intérêt général? Ou est-ce que c'est la mission de rivaliser avec les autres concurrents du secteur privé? Aujourd'hui, malheureusement, si tu abordes un animateur ou un producteur dans le média public, il te dit « moi je suis en concurrence ». Mais qui te dit d'être en concurrence? Moi, à mon sens, les médias publics n'ont pas vocation à concurrencer. De par ce que ton analyse, c'est qu'en gros, il n'y a pas les moyens de concurrencer avec des... Même pour l'information. Là, tu viens de dire, nous, on a une déontologie, on essaye de travailler chaque info. Dans d'autres contextes, c'est pas... Je ne dis pas que les autres n'ont pas de déontologie, Amina. Je ne dis Oui, pas que le oui, secteur privé n'a pas une non, t'inquiète pas. Mais il n'y a pas une considération, par exemple, de vitesse. C'est-à-dire, il n'y a pas une considération en mode, faut qu'on sorte l'info au plus vite. On va finir avec un tu préfères. C'est un petit jeu où je vais te confronter à 2 choix. T'inquiète pas de politicien, t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave. Non, mais j'ai rien. Non, mais ça pose pas de problème. Non, ça va être des questions sympathiques, t'inquiète pas. D'abord, on va commencer par... je crois que tu es originaire de banlieue sud, comme moi. Oui, tout à fait. Balad Souzar. J'ai des amis partout. Alors, Negrin. C'est une solution d'entre deux, ça passe. Camus ou Zola? Camus. Camus, ouais. J'aurais dit ça aussi. On va parler radio française aussi. France Inter ou Europe 1? Dans les matinales, c'est pas mal aussi. Europe 1. Ah oui? Ah. Je suis intéressant. La matinale de France Inter, c'est quand même sympa. Presse papier ou journal en ligne? Journal en ligne. Ah ouais? Ok. Et pour finir, une question sur les concurrents. Mosaïque FM ou Shams FM? Alors, dans l'absolu, je ne peux pas répondre parce qu'il y a des choses que j'aime sur Mosaïque, il y a d'autres que j'aime moins, il y a d'autres que j'aime pas du tout. Sur Shams, c'est la même chose. Donc, je dirais... alors, pour peaufiner un peu plus, pour Mosaïque FM, la première partie de Midi Show, et notamment l'intervention de Haytham et de Zied Krishan, que j'apprécie particulièrement. La première partie. Sur Shams FM. Alors, il y a aussi sur Mosaïque FM, et je dois le saluer pour le travail qu'il est en train de faire, la nouvelle émission de l'Es Gharbi. Oui. Très belle émission, donc le dimanche. C'est une très très belle émission et je le salue donc pour l'effort qu'il est en train de fournir. Pour Shams, la matinale de Hamza Belloumi, une très bonne matinale, très belle matinale. Et voilà, donc
je peux pas choisir dans l'absolu, c'est pour cela que je te dis, C'est ton il y a joker, des choses t'inquiète. qui... non, mais c'est pas pas par diplomatie que je te réponds, mais effectivement, il y a des choses que j'aime, comme je viens de te le dire sur Shams Safam, il y a des choses que je n'aime pas. C'est la même chose pour Mosaïque également. Ok, ok. Bah, c'était le dernier tu préfères. Avant de se quitter, malheureusement, même s'il y a plein de choses que j'aimerais te poser encore, mais on va respecter le On chrono. va prendre un café. Quand tu veux, quand tu veux. Est-ce que tu aurais des recommandations de lecture, de cinéma, d'émissions, même si t'as des recommandations à faire pour nos auditeurs? On a ce rituel chaque semaine. Alors, pour des bouquins, peut-être je suggérerais un bouquin qui m'a beaucoup marqué en fait. C'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, Ok. euh, un écrivain espagnol. C'est un pavé de 700 pages. Mais crois-moi, lorsque tu Ça vaut le commences coup. à lire, tu n'arrêteras pas. Et il parle un peu donc d'une saga amoureuse, très belle saga amoureuse de l'Espagne dans les années 30. Ok. C'est très beau, c'est très profond, c'est magnifique à lire. Je le suggère. Sinon, alors pour la musique, pour les films, tu m'as demandé les films. Tout, on va donner chacun des recommandations en tout cas. Ok. Pour les films, alors, au risque de te surprendre, Je suis sûr. j'adore la trilogie Matrix. Ah, C'est pas du John Wick, hein. Donc Matrix, parce que je considère qu'au-delà des scènes peut-être de violence et d'action, il y a un côté politique. Matrix, non, c'est un film, c'est une trilogie Oui. philosophique. Le scénario, il est d'un autre monde. Je pense que ce sont les frères Cohen, donc ils l'ont fait, alors je suis pas sûr, pour ne pas dire des bêtises, mais c'est des frères qui ont fait Matrix, et franchement, le scénario, l'idée, c'est d'une profondeur incroyable, qui contraste effectivement avec peut-être donc les scènes d'action. Ça reste l'un des meilleurs films que j'ai regardé donc, dans ma vie. Et je vous invite peut-être à le regarder en philosophant, en essayant de mener une réflexion. Oui, vous allez voir un autre film. Surtout maintenant, avec toutes ces idées du transhumanisme, on est dedans. Ouais, tout à fait. Un album à nous conseiller? Un petit album musical? Oui. XY de Coldplay. Oh, très bel album. très joli ça. Très bel album. J'apprécie beaucoup les Coldplay. C'est pour cela que mes auditeurs et auditrices trouvent toujours un morceau des Coldplay donc, le matin dans la playlist. Ça fait le plaisir, matin. Oui, tout à fait. Mais bon, j'aime aussi The Cure, The Verve, U2. J'adore U2. U2 c'est beau. Dire Straits. Donc les Coldplay forcément. Donc voilà, je brasse assez large donc côté musique, et effectivement donc on peut pas être à RTCI et ne pas aimer la musique, la bonne musique, hein. Donc ça serait un sacrilège. C'est vrai. Alors moi, ce que je vous conseille cette semaine, c'est en termes de musique, 2 albums. Routh and Rowdy Days de Dylan, qui est son premier album depuis Tempest en 2012. L'album de Laylo, un rappeur parisien très sympathique, Trinity. Et en film, vu qu'on est dans le classique, je vais vous conseiller Les Évadés, Shawshank Redemption. Oui. Donc avec Tim Robbins et puis Morgan Freeman. Ouais. Moi, j'adore ce film. C'est un très beau film. C'est un très beau film, effectivement. Oui, tout à fait. Je suis de ton avis. Et en termes de livres, je vais vous conseiller quelques... Enfin, en réalité, ça a été très lu, mais moi, je trouve que c'est un peu underrated. C'est la pièce de théâtre Harry Potter, qui est géniale. Et je trouve que vraiment, je trouve qu'elle a été un peu sous-estimée. Au début, il y a eu une grande vague d'enthousiasme. Après, tout le monde a été déçu. Moi, je trouve qu'il faut lui donner une chance. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et c'est vraiment très agréable à lire.
Moi, j'ai regardé toute la saga. C'est génial, hein. J'adore, comme j'adore donc Harry Potter, Lord of the Rings, Oui, le Seigneur des Anneaux aussi. Donc j'adore ce monde fantastique. Hein. Donc, très philosophique, Albus ça me fait- Dumbledore, déjà. oui, oui, aussi. Sur Donc, le fait de vivre sans amour, et cette phrase-là magnifique où il dit, ouais, N'aie pas pitié des morts, Harry, et pitié des vivants. Quelle phrase. ouais. Merci Ennis de nous avoir rejoints pour ce troisième épisode de 14N. J'espère qu'on pourra te recevoir bientôt. Ce serait génial d'avoir tu seras le premier invité 2 fois. Avec grand plaisir. Et écoutez-le tous les matins sur RTCI dans le vif du sujet. Il y a des replays sur la page d'RTCI, il y a des replays sur son compte Facebook. C'est disponible en podcast également. Et suivez-le sur son compte Facebook aussi. C'est vraiment intéressant de lire Ennis sur l'actualité. Et abonnez-vous à cette chaîne, 14N. On vous bombarde Surtout. très bientôt. Merci Ennis. Merci à toi, Amine. Merci à tous tes suiveurs et téléspectateurs et auditeurs. C'était un vrai plaisir. Et peut-être que je commencerai à réfléchir à 2 reprises avant d'accepter ton invitation. Parce que tu risques de devenir donc un sérieux concurrent hein, avec cette belle voix et surtout donc cette facilité à mettre l'interviewé à l'aise et à le faire parler. Donc voilà, je commence à te haïr. Déjà. et je vais tout faire pour que tu prennes pas ma place. Mais non, je publierai que le soir. Je ne publie pas le matin, c'est mort. C'était pour te taquiner et te féliciter pour ce que tu viens de faire. Merci beaucoup, merci Ennis. Et on continuera de s'inspirer de toi en tout cas. C'est toi la référence dans les matchs. Merci beaucoup, Émile. Francophones. À très vite.